Merci Ali Remo de m'avoir invité. Alors évidemment, en 15 minutes, faire le point des rapports franco-algériens, c'est c'est- c'est trop 15 minutes. Et en fait, je ne sais pas trop par où commencer, quoi. Peut-être par la fin, je ne sais pas. En deux mots, non. L'Algérie, bon, a un poids politique, économique en Méditerranée qui est considérable, puisque c'est le pays qui a la plus grande frontière avec l'Europe, 1400 km de façade méditerranéenne, donc c'est le plus grand pays méditerranéen, tout simplement. Voilà, donc il y a le poids géographique quand même qui compte dans ces histoires-là. C'est celui aussi qui a la plus grande frontière saharienne, puisque c'est un pays qui court sur plusieurs pays sahariens, le Mali bien sûr, la Libye, la Tunisie, mais aussi le Niger, puis le Maroc, la Mauritanie, bien sûr. Donc c'est un pays qui, par conséquent, par sa double frontière à la fois méditerranéenne et saharienne, joue un rôle absolument décisif en Méditerranée, euh, par rapport à l'Europe, avec sa frontière méditerranéenne, et par rapport à l'Afrique subsaharienne, avec cet immense désert du Sahara, qui est le plus grand désert du monde. Je commence par des trucs très simples pour expliquer, dans le fond, le poids considérable de l'Algérie dans le jeu géopolitique international, qui est pourtant mal connu. On parle beaucoup de plein d'autres pays. On croit connaître, disons, l'Algérie, mais en fait, on ignore des données aussi simples que celles-là. C'est des choses importantes. D'autre part, l'Algérie, c'est par rapport à la France et par rapport à l'Europe, naturellement, la question des hydrocarbures, le poids du gaz principalement et du pétrole, qui d'ailleurs, malheureusement ou heureusement, rend son économie extrêmement dépendante aux hydrocarbures. Il n'y a pas eu, depuis l'indépendance, un vrai développement, disons, économique qui se situe en dehors, disons, de cette dynamique, mais c'est quand même, avec les hydrocarbures, la possibilité pour l'Algérie aussi de jouer un très grand rôle géopolitique dans le monde, enfin, tout simplement. Donc ce sont des choses importantes. Et puis enfin, l'Algérie, c'est aussi par rapport à la France et l'Europe, une des plus grandes immigrations maghrébines en France et en Europe, des plus anciennes aussi, parce que c'est dans les années 20-30 que les Algériens sont arrivés en France pour la première fois. Donc c'est la plus ancienne des immigrations maghrébines et la plus puissante par ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, puisqu'on en est quelquefois à la troisième ou quatrième génération d'immigrés algériens en France, qui est considérable et qui court, disons, par conséquent, sur presque un siècle d'histoire. C'est considérable. Et en même temps, bien sûr, avec tout un imaginaire politique sur lequel on reviendra dans les rapports franco-algériens autour de cette question de l'immigration, où sont polarisés, disons, sur l'immigration algérienne, principalement en France, toute une série de peurs, de fantasmes, de reconstructions, etc. Donc, pour toutes ces raisons, à la fois géographiques, à la fois économiques, et puis j'y reviendrai plus en détail sur le plan historique, eh bien l'Algérie, naturellement, est un partenaire central pour l'Europe et principalement pour la France, avec l'Europe, comme ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, avec pour l'Europe, disons, le fait que la France joue un petit peu ce rôle de central en direction du Maghreb, par rapport aux autres pays européens comme l'Allemagne, qui se décharge quelque part sur la France dans la gestion des relations Europe-Maghreb. C'est de cette manière-là, en tout cas, que moi je vois la situation. Alors la question, c'est, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à concevoir une sorte, entre guillemets, de stabilité des rapports franco-algériens? On a toujours le sentiment d'une difficulté, de problèmes, disons, de rapports, d'interprétation qui existent entre les deux pays, etc. Alors, je dirais d'abord que l'Algérie est un pays quand même, ça renvoie évidemment au court-métrage qu'on vient de voir, mais l'Algérie a connu quand même des séquences historiques récentes très douloureuses. C'est-à-dire qu'il faut quand même partir de là. L'Algérie a connu deux guerres à 30 ans d'intervalle, une guerre d'indépendance qui a fait quand même des centaines de milliers de morts dans la société algérienne, avec 2 millions de paysans algériens déplacés entre 56 et 62. Je cite ces chiffres parce que c'est des choses qui sont énormes du point de vue humain. 2 millions de personnes déplacées sur 9 millions d'habitants, c'est colossal. Du point de vue du bouleversement agricole, du paysage urbain, du paysage culturel,
etc. Et puis 30 ans plus tard à peine, même pas une génération après, donc une guerre intérieure, on le sait tous évidemment, entre 91 et 2001, sur une dizaine d'années, qui là aussi a fait des dizaines de milliers de morts entre l'État algérien et les groupes islamistes armés. Ça a été une tragédie absolument épouvantable et terrible qui a touché le cœur de la société algérienne et naturellement beaucoup aussi perturbé, entre guillemets, l'immigration algérienne en France, bien entendu, évidemment. Et on ne peut pas comprendre, disons, les difficultés de stabilisation de rapports géopolitiques entre la France et l'Algérie principalement si on passe par-dessus, disons, ces deux épisodes, ces deux séquences historiques qui se télescopent l'une par rapport à l'autre. J'insiste sur cet aspect parce que par rapport à ce qu'on a vécu sur, entre guillemets, les révolutions arabes, l'Algérie semblait, on n'en a pas parlé dans les autres tables rondes, l'Algérie semblait, entre guillemets, plus calme. Bon, ce qui était en fait compréhensible parce que l'Algérie venait de sortir, disons, d'une période absolument terrifiante qui précédait d'ailleurs 2001, puisque 2001 étant le coup d'envoi, ensuite avec l'invasion de l'Irak, etc. Mais l'Algérie avait connu, disons, cette période absolument terrible de guerre intérieure, de guerre civile en fait, où il y avait eu des dizaines de milliers de morts. Alors à partir de là, les gens hésitaient à se lancer dans une entre guillemets, encore une fois, aventure politique, alors qu'ils avaient eux-mêmes le poids, disons, de toutes ces blessures mémorielles. Pareil dans les rapports avec la France, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des rapports évidents et simples, parce que, comme vous le savez, si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez tous, il y a eu 132 ans de présence coloniale de la France en Algérie, c'est absolument colossal. Là aussi, il y a 6, 7, 8 générations qui se sont succédées, près d'un siècle et demi, un siècle et demi, disons, de présence française, de présence coloniale française en Algérie. Et ce ne sont pas des choses qui peuvent, disons, se dépasser en l'espace de 2 générations ou de 3 générations. Je veux dire, ce sont des faits historiques qui sont profondément inscrits dans le fonctionnement, j'allais presque dire, politique algérien, entre autres avec la vigueur du nationalisme qui existe, même si ce nationalisme, comme partout, s'épuise, est remis en question par les jeunes générations. Enfin, tout ça, bien entendu, est visible dans la société actuelle, mais en même temps, c'est un nationalisme qui existe toujours et qui ne peut pas s'effacer parce que l'Algérie c'est un pays jeune et puis parce que c'est un pays qui a acquis sa légitimité historique précisément dans une guerre d'indépendance contre la France. Et donc à partir de là, les rapports franco-algériens ne peuvent pas être identiques aux rapports franco-marocains, franco-tunisiens, franco-libanais, franco je ne sais pas quoi. Ça ne peut être que très particulier. C'est des questions très particulières parce que les visions qu'ont les Algériens de cette période et qu'ont les Français de cette période n'est pas la même, tout simplement. C'est-à-dire que les Français regardent cette histoire algérienne essentiellement par sa fin, c'est-à-dire le départ des Pieds Noirs, la question des harkis, l'exil de 62, la cruauté de la guerre d'Algérie, etc. Alors que les Algériens, eux, regardent cette histoire par son début, c'est-à-dire la conquête coloniale, qui a duré 30 ans d'ailleurs. Donc ils sont par conséquent une vision de l'histoire qui n'est pas la même entre les Français qui regardent cette histoire par la fin et les Algériens qui, eux, ne veulent la regarder que par son début, c'est-à-dire les causes de cette guerre. C'est-à-dire pourquoi il y a eu cette occupation, cette guerre, les cruautés, bien entendu, mais comme produit, disons, d'une histoire antérieure. Et donc on a deux visions d'histoire qui n'arrivent pas, disons, à se concilier pour fabriquer le fameux manuel d'histoire commun sur le modèle franco-allemand dont on nous rabâche les oreilles depuis 30 ans, parce que précisément, c'est pas possible. 130 ans de présence, c'est pas 4 ans. C'est pas l'Allemagne qui a resté en 4 ans en France. Non, c'est 132 ans avec la question de la langue, etc., etc. Donc on a par conséquent des visions historiques très opposées et qui compliquent considérablement le rapport lui-même, le rapport humain, le rapport politique ou autre. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que la société algérienne vit sans cesse dans une rumination mémorielle ou je ne sais quoi. Non, c'est pas la question. La question, c'est en fait de vouloir ou d'exiger que la France regarde l'Algérie comme une nation en tant que telle, à part entière, et non pas comme un pays qui est le produit de lui-même. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Il y a cette volonté d'exister indépendamment d'une histoire déjà constituée, qui est l'histoire française. Voilà, tout simplement. Et cette revendication-là,
elle reste présente dans la société algérienne. Elle continue d'être présente, et y compris sur le plan économique. C'est-à-dire que lorsque les grandes entreprises françaises décident de s'installer sur cet immense marché algérien, où il y a beaucoup d'argent bien sûr, très vite, au bout de quelques mois, ils se heurtent tout de suite à cette question-là. C'est-à-dire la question du nationalisme, le problème de l'histoire, la question des blessures, le problème de la fierté. Enfin bon, toutes ces questions-là reviennent très vite, alors qu'on pense qu'on peut avoir des rapports classiquement économiques basés sur l'efficacité, sur le fonctionnement économique ou autre, mais non, très vite, il y a toujours, disons, ce type de questionnement qui revient. Alors, je dis cela parce que, en fait, en France, on considère l'Algérie de plus en plus, d'ailleurs, comme un simple partenaire économique et sécuritaire. C'est-à-dire, bon, sécuritaire, bien sûr, par rapport à ce qui se passe, notamment dans ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne avec la question du Mali. Donc, le partenaire algérien est tout à fait central, bien entendu. Ce qui se passe au Niger, le partenaire algérien est décisif, central, avec les questions d'Areva, etc. Enfin, je ne vais pas détailler, je n'ai pas le temps, 15 minutes, évidemment. Donc, on le voit exclusivement sous cet angle-là, c'est-à-dire le partenaire stratégique sécuritaire ou le partenaire stratégique économique, notamment en rapport avec la barrière méditerranéenne et saharienne sur la question de la migration, sur le problème migratoire. Puisque surtout depuis l'effondrement de l'État en Libye, où la porte d'entrée s'est ouverte via la Libye de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, l'Algérie, qui a la plus grande frontière méditerranéenne, bien sûr, reste le partenaire privilégié de tous les États européens aujourd'hui, et d'où l'intérêt qu'a l'Europe par rapport à l'Algérie et la préoccupation des chancelleries sur cette question à la fois de la Méditerranée et de la migration, et des migrations et des migrants, etc. etc. Mais le problème, c'est que ces aspects, entre guillemets, sécuritaires et économiques ne visent pas à comprendre véritablement ce qu'est l'histoire de l'autre, c'est-à-dire l'histoire algérienne, et donc d'avoir un système de relations interculturelles j'allais presque dire, à part égale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce système, disons, qui vise à prendre les problèmes sur le plan historique, mémoriel et culturel, mais à le situer exclusivement sur le plan économique et sécuritaire. Ce que, dans le fond, tous les États font depuis toujours, en fait, sur cette question algérienne. C'est-à-dire qu'il y a des avancées qui sont faites sur les questions mémorielles, mais qui sont très vite retirés. Bon, il y a les discours, par exemple, des ambassadeurs de France en Algérie sur ce qui s'était passé à Sétif et Guelba. Donc, il y a eu des déclarations des ambassadeurs de France en 2005 et 2008, ou le discours de François Hollande à Alger, à l'Assemblée nationale algérienne en 2012. Bon, les déclarations d'Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République, parce qu'après, ce n'est pas la même chose, on y reviendra s'il y a des questions. Donc, on a par conséquent des avancées mémorielles, mais qui sont toujours jugées insuffisantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours, disons, la revendication mémorielle érigée en revendication politique, en fait, fondamentalement, et qui peut, bien sûr, servir aussi de légitimation du pouvoir politique algérien en place. Ne soyons pas dupes, évidemment. Il y a le double aspect. Il y a à la fois la revendication légitime mémorielle, et il y a, bien sûr, l'instrumentalisation classique, politique, en vue de sa légitimation, je veux dire, par rapport au jeu politique international. Alors voilà à peu près les difficultés qui existent dans la banalisation de ces rapports. Ajoutons à cela, et je terminerai là-dessus, que les rapports sont difficiles parce que du côté français et du côté algérien, on est quand même travaillé d'une rive à l'autre de la Méditerranée par ce qu'on a appelé les souverainismes ou les nationalismes, ou les crises du lien national. C'est-à-dire que tout ça se complique des deux côtés de la Méditerranée par les montées en puissance de réflexes à caractère néo-nationaliste, qu'on a qualifiés de populistes, qui sont en fait et qui ne veulent pas regarder, disons, l'histoire en face. En France, on a un bloc électoral d'un minimum de 20% d'électeurs français qui votent Front National et qui ne reconnaît absolument pas l'indépendance de l'Algérie. Il suffit d'aller sur les sites français de souche, je vous les donne tous parce que comme ça c'est rapide, Boulevard Voltaire, etc. Donc vous allez sur ces sites et ce qui apparaît très nettement, c'est l'Algérie n'aurait jamais dû être indépendante. On est en 2018 quand même, c'est quand même extraordinaire. Ces gens-là font quand même 20% des voix en France, ça on l'oublie. Il ne faut pas l'oublier ça quand même. Je veux dire que ce n'est pas Vichy, c'est l'Algérie quand même, qui est le bloc central, disons, de ce vote. Donc on a cette poussée nationaliste à base de xénophobes qui prend prétexte, disons, de la question entre guillemets algérienne, naturellement, tournée contre l'immigration en France,
qui est très violente, qui est quand même très très forte. Et ça bloque, ça bloque naturellement la banalisation des rapports sur le plan politique. C'est une sorte de clientèle, disons, électorale forte, qui va peser bien sûr sur les pouvoirs à gauche, mais à droite également. Parce que l'héritage politique de la droite sur la question algérienne, ne l'oublions pas, c'était quand même le gaullisme. Qui était quand même, et qui avait, De Gaulle avait quand même, on le sait tous, naturellement, favorisé l'indépendance de l'Algérie. Or, cet héritage gaulliste a volé en éclats, puisque même quelqu'un comme Sarkozy a demandé la révision des accords d'Évian. Vous voyez, c'était pas il n'y a pas longtemps. Oui, il a demandé ça. Il faut réviser les accords d'Évian, ce qui est absolument incroyable, dans un texte qu'il a fait dans la campagne électorale où il se présentait en 2012. Bon, ça passe inaperçu, c'est vrai, mais moi, évidemment, comme moi je suis très attentif à tous ces détails, donc évidemment, j'ai trouvé. Bon, il était conseillé par Patrick Buisson, qui lui disait il faut réviser les accords d'Évian. Bon, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est totalement anachronique, surréaliste, etc. Mais c'était quand même un homme qui était chef d'État, quand même, qui est président de la République. Donc c'est pas la parole quand même naïve, innocente, inoffensive. C'est quand même quelqu'un qui pèse. Et donc l'héritage gaulliste sur ces questions-là, à droite en particulier, même une partie de la gauche, a volé en éclats. C'est-à-dire qu'on a franchi, disons, des seuils, des frontières idéologiques, pour dire, dans le fond, on a peut-être eu tort de faire l'indépendance ou de faire tous ces trucs-là en privé. Vous avez des tas de gens qui disent ça, comme ça, tranquillement. Alors, inutile de vous dire que ça ne facilite pas les rapports franco-algériens. Ça, c'est quand même compliqué. Je veux dire, la loi sur la colonisation positive en 2005, c'est quand même compliqué à gérer parce qu'on était quand même à la veille de la signature d'un traité d'amitié entre la France et l'Algérie. C'était très avancé quand même. La signature du traité était très avancée quand tout d'un coup et comme par hasard, on a une loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale, qui a été votée d'ailleurs, et qui reconnaissait les apports positifs de la colonisation. Là, à partir de là, fin du traité d'amitié franco-algérien. C'était inévitable. Bon. Donc on a par conséquent ça. Et du côté algérien, je terminerai là-dessus, il y a aussi des crispations identitaires, naturellement, qui sont très fortes, qui sont à mettre en rapport, bien sûr, avec le problème de, j'allais presque dire, de la crise de légitimité du pouvoir politique, donc la remise en question du discours historique du nationalisme, ou de la crise, disons, du nationalisme, affecte la nature même du pouvoir politique algérien. Alors on pourrait revenir là-dessus aussi, parce que c'est très important, avec la montée, disons, en puissance de courants politiques qui défient l'idéologie classique du pouvoir qui est fondée sur le nationalisme arabe, avec le FLN, bien entendu, qui était dans cette continuité, disons, historique et idéologique, et qui est contestée, bien sûr, par des courants de type religieux, au sens classique, comme on a pu le voir partout, mais ce qui est beaucoup plus nouveau, contesté par des courants du berbérisme politique, de la question berbère. Bon, qui est nouveau, là aussi, qui est très vivace, même minoritaire, mais qui reste quand même très vivace et qui conteste, disons, le récit national officiel et qui conteste, disons, le lien lui-même national. Donc on a là aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, une crise du lien national qui se manifeste par ces attaques-là. Donc d'un côté comme de l'autre, bien sûr, les relations politiques apaisées sont naturellement difficiles dans ces contextes-là particuliers. En France, par la montée, disons, de cette espèce de nationalisme xénophobe qui rejette, disons, j'allais presque dire l'histoire de la décolonisation, tout simplement. Voilà, il faut dire les choses clairement. Et de l'autre côté, en Algérie, le problème, disons, d'une crise de légitimité du pouvoir politique qui s'était adossé à un discours nationaliste qui lui-même, disons, ne peut plus servir de réservoir, disons, de légitimité politique. Donc voilà à peu près quelques éléments de réflexion sur cette question franco-algérienne. Donc, y a-t-il quelques questions dans la salle sur le dossier algérien? J'ai vécu l'Algérie, j'avais 20 ans. Je suis parti là-bas sans rien savoir. On a perdu de l'Algérie, pas sur un ordre militaire, d'un point de vue politique. Et moi, j'ai le souvenir que les pieds noirs, qui voulaient défendre l'Algérie française, reprochaient à De Gaulle d'avoir dit l'Algérie française et puis d'avoir tourné sa veste, comme on a dit après, pour crier Algérie algérienne. Il y a eu le référendum, donc les Algériens ont voté leur indépendance. Et
Bien sûr, on peut reprocher à De Gaulle d'avoir changé d'avis, mais il s'était rendu compte qu'au bout de 8 ans, il n'y avait pas d'autre solution, qu'il y avait tant de morts d'un côté comme de l'autre, et que finalement, l'Algérie devait reprendre son indépendance. Ce qui est regrettable, c'est que quand les accords ont été signés, ils n'ont pas été respectés dès le départ, aussi bien par le FLN, aussi bien par les Pieds Noirs, qui voulaient garder l'indépendance, qui voulaient garder l'Algérie. Voilà, on en est toujours là, et il y a toujours cette scission entre les Français de France, les Algériens en Algérie, qui brûlent notre drapeau là-bas. Il ne faut pas l'oublier, ça existe actuellement, moi j'ai vu des photos, et c'est quand même terrible. Voilà, on est né 40 ans après au même débat. C'est triste. Moi, je ne peux pas juger. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Qu'en pensez-vous ? Oui, moi je connais mal le deuxième conflit. Vous avez évoqué 91-2001. Bon, ce que je sais simplement, c'est que les rôles des pouvoirs publics, de certaines parties de l'armée algérienne, ont été assez troubles dans leur rapport avec les éléments djihadistes, on va dire comme ça. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus et comment la crise en est sortie? Voilà. Merci. Oui. Alors moi, j'ai une question qui porterait plutôt sur le futur. On a l'impression que l'Algérie est une sorte de, je veux dire, glacis au milieu d'un bouillonnement qui agite tout le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, etc. Et ça paraît un petit peu anachronique dans la mesure où, en plus, il y a ce phénomène de mondialisation. Et on a l'impression que ça reste très étanche. Enfin, je veux dire, vous avez donné quelques pistes là sur les mouvements politiques intérieurs, mais est-ce qu'il n'y a rien qui fait que, justement, ce pouvoir qui s'agrippe, il n'y a pas quelque chose qui le déstabiliserait, voilà, de quelque ordre que ce soit? Alors, 3 questions qui nécessiteraient 3h30 de colloque, évidemment. D'abord, les accords d'Évian, la guerre d'Algérie, De Gaulle avait-il raison, a-t-il trahi? Donc ça, c'est en soi 1 millier de livres environ qui sont sortis sur la question. Avait-il l'intention de donner l'indépendance en arrivant au pouvoir, ou au contraire, a-t-il basculé? Bon, pour cela, je vous renvoie à mon livre qui s'appelle Le mystère de Gaulle, qui est paru en 2008, où il y a 300 pages d'explications sur cette problématique. Donc c'est difficile de répondre comme ça rapidement. Disons en 2 mots que De Gaulle avait effectivement l'idée d'une sorte d'autonomie, mais pas d'indépendance avec l'Algérie, mais dans l'engrenage de la guerre, dans le durcissement des positions idéologiques, la création de l'OS, il ne faut jamais oublier tout ça, bah, la dynamique a fait que la séparation est devenue inévitable et inexorable, et elle a conduit à l'indépendance dans des conditions qu'on connaît tous, puisque vous êtes là, vous le savez. Et donc on est arrivé ensuite au départ, à l'exil, à la tragédie, etc. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, pour beaucoup d'Algériens, la question centrale, c'est pourquoi la colonisation? Ça, c'est la question, disons, de base de centaines de milliers d'Algériens, j'allais dire de millions, qui disent, mais grosso modo, pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes restés si longtemps? Et pourquoi vous avez voulu absolument que l'Algérie soit totalement intégrée à la France? Ce n'était pas une colonie, hein, c'est département français. Hein. Donc, à partir de cette question très simple, il y a bien dans la volonté de départementalisation de l'Algérie, donc d'intégration radicale avec l'assimilation culturelle et la relégation de la langue arabe comme une langue folklorique. Donc on a par conséquent des repossessions identitaires très fortes, très violentes bien sûr par rapport à cette situation-là. Donc il faut y réfléchir bien sûr, mais il y a toute une littérature là-dessus. Je ne peux pas naturellement m'attarder là-dessus. Sur la deuxième question, sur la guerre civile, la guerre intérieure, j'ai écrit un livre qui s'appelle La guerre invisible aux presses de Sciences Po. Je renvoie à ma bibliographie, ça va plus vite, hein, qui pose un certain nombre de questions sur précisément les conditions même du développement de cette guerre. C'est-à-dire comment cette guerre intérieure a pu, elle aussi, être instrumentalisée par toutes les parties en présence. En particulier, l'État algérien s'est défendu. Hein, il était mis en accusation. Il a failli basculer, d'ailleurs. Et je pense, moi, personnellement, que c'est un État qui a failli s'effondrer, quoi. Je veux dire, sur le plan étatique, un peu à la manière dont on a pu percevoir
par la suite, 15 ans après, le conflit syrien. Il faudrait réfléchir à l'analogie, au problème de ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, dans les années 92-2001, et ce qui s'est passé dans la guerre civile en Syrie. C'est-à-dire comment le pouvoir aussi a pu se maintenir à la fois dans une répression extrême, mais aussi en jouant sur les divisions intérieures, internes à l'intérieur même du pays, à travers les clans, les tribus, les services, le jeu des puissances étrangères, enfin bref, je ne veux pas détailler tout ça, mais le fait est, c'est que le pouvoir est resté en place. En Syrie, le pouvoir, à ma connaissance, est toujours en place. Hein. Je veux dire, donc on a quand même ces types de pouvoirs, que ce soit en Syrie ou en Algérie, qui fonctionnent sur un modèle très particulier, hérité notamment du baasisme. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas un secret de dire ça, avec un quadrillage et des surveillances de la société qui est quand même très fort. Hein. Il y a des similarités, je veux dire, politiques qui sont importantes, et donc le pouvoir est resté en place. Je veux dire, au prix d'une répression absolument terrible, puisqu'on avance quand même le chiffre en Algérie de près de 100 000 morts au minimum. Hein, je veux dire, dans la guerre civile intérieure quand même. C'était pas n'importe quoi. Mais il est resté en place. Donc c'est le résultat aussi qu'il faut observer. Il faudrait peut-être se lancer du point de vue d'un comparatisme au niveau historique entre ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, ce qui s'est passé en Syrie dans les années 2010. Ce serait intéressant d'en tirer des leçons à la fois, j'allais presque dire, anthropologiques, politiques et culturelles, hein, sur le comparatisme historique sur ce type de conflit. Enfin, la troisième question sur l'Algérie est-elle la Corée du Nord du monde arabe ? C'est à peu près la question, je crois, hein, qui a été posée. Je traduis hein, sur la question. La réponse est non, parce que il se passe en Algérie énormément de choses, mais qui sont très faiblement portées à la connaissance du public français et européen. Par exemple, vous avez en Algérie, depuis plusieurs semaines, une grève générale des médecins et des hôpitaux, et tout le système médical en Algérie est en grève. Je veux dire, bon, c'est un mouvement social d'une très grande ampleur hein, qui affecte l'ensemble de la société, mais personne n'en parle. Je veux dire, ça intéresse personne, je sais pas. Enfin bon, je sais pas si vous le savez, ça, j'en sais rien. Hein. Bon, mais c'est quand même. Enfin, si, les Algériens le savent évidemment et pour cause. Mais du point de vue des opinions publiques, c'est des choses qui sont pas, disons, importantes. Il y a aussi, bien sûr, des mouvements de protestation, des mouvements sociaux qui sont très importants en Algérie et qui se traduisent par une crise politique très importante de la principale centrale syndicale du GTA en Algérie, avec la naissance de beaucoup de syndicats indépendants qui sont nés en Algérie depuis une dizaine d'années maintenant. Ça aussi, c'est des choses qui sont peu connues, peu appréhendées. Il y a un combat qui continue sur la question de l'égalité homme-femme dans la société algérienne. Vous savez que l'Algérie a été un des premiers pays au début des années 80 à combattre contre la réforme du code de la famille. Ça a été avec les manifestations de femmes à Alger en 83, etc. Ce courant politique n'a pas disparu en Algérie. Il continue d'exister, il continue de se battre dans des conditions difficiles, etc. Mais ça continue. Je veux dire, ce sont des processus qui ne se sont pas arrêtés. Alors la question que vous posez, et je la comprends, c'est cette sorte de pouvoir politique lointain et figé. C'est surtout ça la vérité. Parce que la société, elle bouillonne. Je veux dire, c'est une société en pleine effervescence, avec ses écrivains, je ne vais pas tous les citer, vous en connaissez beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'écrivains francophones algériens qui ont réussi quand même à se faire connaître, le nom de l'Algérie à travers, j'allais dire, le monde entier. Hein. Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer quand même. Bon, ça c'est important. Il y a un jeune cinéma algérien, ça m'y a fait penser quand j'ai vu les cinéastes que j'ai vus là, qui est très vivace, qui est très important aussi en Algérie, hein, avec un certain nombre de films. Donc il y a toute une société qui bouillonne, une société qui existe. Mais le problème, c'est, dans le fond, est-ce que toute cette effervescence et tous ces bouillonnements vont arriver à influer sur les changements politiques dans le pouvoir algérien? Or, on le sait, la grande question aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, qui secoue l'Algérie, c'est est-ce qu'il y aura un 5e mandat pour Bouteflika? Bon, à partir de là, vous avez toute une bataille, qui n'est pas une petite bataille d'ailleurs, venant des rangs de l'armée, venant des rangs de la société civile, des services, etc., qui disent on ne peut pas accepter le passage au 5e mandat. Et vous avez toute une bataille interne, politique, avec des pétitions, des textes d'appel qui sortent dans les grands journaux algériens, en français ou en arabe, et qui refusent, disons, le principe du 5e mandat. On en est là aujourd'hui. Donc c'est une bataille qui commence en fait, qui est une bataille qui se déroule en ce moment sous nos yeux, mais
disons, qui est peu connu, je veux dire, bon, qui n'est pas médiatisé, dans la mesure où les médiatisations, bien sûr, ne peuvent se faire que s'il y a des situations extrêmes, je veux dire d'effondrement. À ce moment-là, bien sûr, la médiatisation intervient. Ce qui n'est pas le cas, effectivement. L'Algérie est sortie d'une phase, disons, de spectaculaire, hein, d'effondrement, de guerre, de victimes des 10 dernières années, enfin des 10 années 91-2001. Donc il y a une forme, disons, d'éloignement médiatique de ce pays, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas la volonté démocratique qui continue, disons, de travailler la société à travers la question des femmes, la question sociale, la question berbère, etc., etc. Ça continue. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Donc sur le dossier syrien, donc Ziad Majed, je vous en prie. Merci madame. Alors, bonjour. Ça va être difficile de parler après Benjamin Stora, mais je vais quand même essayer de vous proposer un plan, une présentation de la relation franco-syrienne ou syro-française depuis l'indépendance de la Syrie jusqu'à maintenant. J'ai fait un plan de 4 phases historiques pour simplifier un peu, sans exagérer dans la simplification, 4 phases historiques qui commencent avec le mandat français, juste avec la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman, puis un autre qui est une phase, disons, de relations froides, de méfiance, avec des hauts et des bas, entre 1943, qui est la date de l'indépendance, et 1974-75, et puis finalement, les années 70, 80, 90, jusqu'à 2011, encore une fois avec des hauts et des bas. Ça, c'est la phase de l'ère assadien en Syrie, Assad père, puis Assad fils. Et la quatrième, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on est en train de vivre. C'est un peu l'histoire immédiate. Donc, c'est tout ce qui se passe depuis 2011, depuis la révolution syrienne, qui, avec le temps, a évolué en conflit armé généralisé, non seulement régional, mais international. Rapidement, le premier moment ou la première phase de cette relation, la France en 1916, 1915, 17, jusqu'à 18 en fait, était souvent derrière la Grande-Bretagne dans la politique moyen-orientale. On parle toujours des accords Sykes-Picot qui vont contribuer à mettre en place la carte des États dans la région. Sykes-Picot, comme il a été perçu, n'a pas été appliqué exactement de la même manière, mais c'était plutôt la Grande-Bretagne, le premier acteur. Sauf qu'à partir de 1918, la France commence à s'imposer en Syrie et va créer 2 ans plus tard le Grand Liban. Donc 1920, c'est la création du Liban par le général Gouraud. Et quelques années plus tard, c'est une nouvelle carte de ce qu'on connaît aujourd'hui, la Syrie, qui va être adoptée, mais cette fois, considérant que le territoire syrien est organisé en 5 États. Un État qu'on appelle l'État de Damas, un État qui est l'État d'Alep, un troisième État qui est l'État druze, dans le sud du pays, un quatrième qui est l'État alawite, sur le littoral, et la région d'Alexandrette va être considérée comme une 5e entité dans ce territoire syrien, sauf que la majorité des Syriens se sont opposés à ce plan français, et en 1925, il va y avoir la grande révolution en Syrie, et à peu près la naissance du nationalisme syrien, qui se croisait à ce moment-là avec le nationalisme arabe, c'est-à-dire pour ces Syriens-là, qui commençaient à se définir comme Syriens, au-delà des identités essentielles ou essentialistes que les Français avaient adoptées, basées sur les différences communautaires, religieuses, claniques, etc. Le nationalisme syrien s'est défini par rapport à ce territoire-là, et le récit national syrien, d'ailleurs, évoque toujours des noms qui venaient de toutes les régions et de toutes les communautés, comme le chef de cette révolution, Sultan Atrash, qui est druze, du sud du pays, comme Saleh al-Ali, qui est alawite, comme Brahim Hanano, qui est kurde, et comme beaucoup de notables sunnites arabes, mais également chrétiens arabes. Donc la naissance d'un nationalisme syrien qui croisait le nationalisme arabe a eu lieu durant cette période-là, et il va se développer dans un mouvement de résistance au mandat français, contrairement au Liban,
où les relations avec les Français étaient moins conflictuelles, disons pour une bonne partie des Libanais. Et donc, ça va créer avec le temps aussi deux types de rapports entre Libanais et Français d'un côté, Syriens et Français de l'autre, avec un sentiment syrien commun chez la majorité des nationalistes syriens et arabes du temps, que le Liban a été détaché de la nation syrienne par ce colonialisme français ou par la décision du général Gouraud en 1920 de déclarer le Grand Liban. Et cela va avoir encore plus d'impact sur le récit national syrien quand Alexandrette va être donnée suite à un accord avec les Turcs, donc elle appartient aujourd'hui officiellement à l'État turc, en 1938. Le conflit entre nationalisme syrien et mandat français va se poursuivre jusqu'à l'indépendance en 1943. L'indépendance du Liban et de la Syrie ont eu lieu durant cette même année, mais les troupes françaises ne vont pas évacuer les deux pays qu'en 1946, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, la situation en Syrie et au Liban durant cette phase était assez intéressante parce que les armées françaises étaient divisées entre De Gaulle et le gouvernement de Vichy. Et les Britanniques ont fini par bombarder tout le monde pendant quelque temps pour contrôler la région. Et il y a eu des négociations après qui ont mené à cette indépendance. Alors, le couple libano-syrien va commencer à vraiment se séparer vis-à-vis de, non seulement de ce qui va se passer entre les deux pays, au niveau économique, au niveau de la douane, au niveau du système politique qui va être adopté dans chaque pays, mais même par rapport à la relation avec la France. Et pour les Français, autant il était facile d'avoir des relations avec l'État libanais, un État qui a été basé sur une formule confessionnelle qu'on appelle le consociativisme, c'est-à-dire un partage de pouvoir entre les représentants des communautés. La présidence de la République est pour les maronites, le Premier ministre est musulman sunnite, le chef du Parlement est musulman chiite. Il y a une répartition des tâches et des prérogatives entre ces différents centres du pouvoir libanais, tandis qu'en Syrie, un récit nationaliste arabe laïque, libéral pendant quelque temps, l'a remporté, mais qui était dans un anticolonialisme assez affiché, contrairement au cas libanais, ce qui va créer une difficulté dans la relation franco-syrienne qui surtout va s'exprimer en 1956, durant la guerre de Suez, durant la guerre franco-britannique et israélienne contre Nasser en 1956. Damas rompt ses relations diplomatiques avec la France et ces relations ne vont reprendre qu'en 1962 avec l'indépendance algérienne. Et à partir de là, on passe à une deuxième phase de la relation qui va durer jusqu'à l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir, où il y avait surtout une méfiance réciproque. Encore une fois, c'était à Beyrouth que le plus gros des activités culturelles comme diplomatiques qui gèrent les dossiers libanais et syriens, c'est à Beyrouth qu'il va être installé au niveau des services diplomatiques, culturels, éducation, lycée, etc. Et à Damas, on regardait toujours, à partir de Paris, ce pays comme État plutôt arabe, musulman, en plus socialiste. Il verrait, avec le Baas qui a pris le pouvoir en 1963, vers un modèle de plus en plus socialiste. Il y avait une relation assez compliquée. Et du côté syrien, il y a toujours les accusations à la France d'avoir contribué avec la Grande-Bretagne à la division de la région, au détachement du Liban. Et évidemment, les positions françaises pro-israéliennes du temps ne facilitaient pas du tout les tâches. C'est avec Hafez al-Assad, qui a pris le pouvoir en 1970, troisième coup d'État de suite au sein du parti Baas, c'est-à-dire il était un des architectes du coup d'État de 1963 quand le Baas a pris le pouvoir, puis au sein du Baas, en 1966, il était un de ceux qui ont fait un deuxième coup d'État, et en 1970, et en 1970, voilà qu'il prend le pouvoir maintenant à lui-même, il le confisque, écarte ses anciens camarades, il emprisonne certains, il va faire assassiner d'autres, et il commence un nouveau rôle par rapport à la Syrie, mais également par rapport à la région, un rôle dans lequel il souhaitait rendre la Syrie un acteur régional pour deux raisons. En même temps, il était obsédé par l'idée des coups d'État, lui-même étant architecte et participant dans trois. Donc, il savait que l'important, ce n'est pas seulement de prendre le pouvoir, mais de le préserver.
L'idée pour le préserver, c'était de multiplier les services de renseignement, c'était d'écraser davantage la société, c'était d'imposer le parti Baas comme seul modèle. Et d'ailleurs, dans la constitution syrienne, on stipulait que le Baas n'est pas seulement le leader de l'État, mais aussi de la société. L'état d'urgence va être consolidé, renforcé, puis il mènera des campagnes contre à la fois les frères musulmans, mais également les communistes syriens qui vont être renfermés. Et il va considérer que pour occulter l'intérieur syrien, il fallait aussi créer un rôle régional de la Syrie qui la rend indispensable, incontournable dans les relations internationales, dans une région où il y a malheureusement souvent des conflits. Il y a le conflit israélo-palestinien, il y a la guerre civile libanaise qui éclate en 1975 et qui devient pour lui une opportunité pour envahir le pays et jouer un rôle à partir du Liban qui lui permettrait beaucoup d'échanges avec le reste du monde. Il est allié de l'Union soviétique, mais il sait très bien qu'il a besoin des Américains s'il voulait s'imposer, donc il a aussi des bons contacts avec eux. Et puis, il y a en 1979 une révolution qui éclate en Iran. Il comprend tout de suite que s'allier à cette entité iranienne isolée par le monde va lui permettre de devenir médiateur avec les Iraniens, tout en restant allié de l'Arabie saoudite, tout en restant dans une idéologie ou dans une rhétorique de nationalisme arabe. En plus de tout cela, il y a la question kurde qui n'a jamais été adressée d'une manière correcte. D'un côté, les Français, les Anglais et puis les Turcs n'ont pas accordé aux Kurdes un État qu'ils revendiquaient. En plus, le nationalisme arabe va écraser les libertés politiques et voire culturelles des Kurdes. Les Turcs vont faire la même chose. Les Iraniens ont fait la même chose. Donc, il comprend aussi qu'il peut manipuler cette carte kurde avec la Turquie afin d'échanger, afin de trouver toujours des compromis, afin d'envoyer des messages. Et à ce moment-là, en se transformant en État central dans une grande partie des enjeux dans la région, du côté français, il y a une évolution dans la relation avec Damas, considérant aussi que Damas pourrait servir comme interlocuteur avec d'autres acteurs dans la région. Ce que notre ami Manon Nourtanous appelle dans son livre la diplomatie du levier, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la relation avec Damas juste pour des raisons syriennes. On s'intéresse à la relation avec Damas pour négocier ce qui se passe au Liban, pour négocier ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, pour négocier les relations entre Syrie et Turquie, pour envoyer des messages à l'Iran, isolé dans la région. En même temps, la France qui soutenait l'Irak dans la guerre entre Irak et Iran, l'Iran répondait au Liban en faisant kidnapper des diplomates, des chercheurs français. Et c'était la Syrie qui négociait leur libération contre parfois des questions sécuritaires par rapport à l'Iran. Il y a eu un assassinat d'un ambassadeur français à Beyrouth en 1981 que les Français ont accusé le régime syrien d'avoir organisé. Il y a eu rue de Rosière, il y a eu toute la crise des otages, il y a eu l'attaque contre l'armée française au Liban en 1983. Tout cela étaient des messages et la France sous Mitterrand considérait qu'il ne fallait pas riposter et il ne fallait pas une escalade dans cette relation-là, car plus on isole Hafez al-Assad, plus il peut créer des dégâts, plus il devient nuisible à la région comme au rapport avec la France. Donc Mitterrand gardait plus ou moins un équilibre dans cette relation-là. Chirac va continuer dans la même dynamique avec Hafez al-Assad père, et puis Chirac va être d'ailleurs le seul chef d'État qui va se rendre aux funérailles de Hafez al-Assad et qui va soutenir la succession au sein de la famille assadienne en 2000, quand Bachar est devenu président. Et cette entente franco-syrienne va se poursuivre en 2003, quand la France et la Syrie ont adopté la même position contre la guerre américaine en Irak. Puis il va y avoir en 2004 et en 2005 une rupture, car la Syrie de Assad fils va être accusée par la majorité des Libanais et des acteurs régionaux comme internationaux d'avoir orchestré l'assassinat du premier ministre libanais, Rafiq al-Hariri, qui était un ami proche de Jacques Chirac personnellement, mais qui avait d'excellentes relations avec la France également. Et puis il y aura une série d'attentats au Liban qui vont
qui vont tuer beaucoup d'hommes politiques, mais d'intellectuels. L'intellectuel libano-français, historien et journaliste Samir Qassir sera un de ces personnes-là visées par le régime syrien directement ou ses alliés. Donc cette rupture entre Chirac et Damas va se poursuivre jusqu'à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. En 2008, Sarkozy fait inviter Bachar al-Assad au 14 juillet à Paris, quelques jours après un massacre qui a été commis contre des prisonniers dans la prison de Saïd Naya à Damas. Assad, fils, vient à Paris, il est reçu, en plus par les médias, comme le monsieur moderne. Il est affiché avec son épouse, présentée comme Rose dans le désert. Il fait du tourisme et du shopping à Paris. On voit ses photos partout. On a essayé de montrer que voilà un couple jeune qui est plus progressiste, plus avant-gardiste que sa société arriérée, et que Sarkozy voulait en finir avec la rupture chiracienne pour reprendre un peu la tradition de ne pas isoler Assad, plutôt de le coopter, de l'utiliser aussi comme messager dans la région, comme interlocuteur, je veux dire, et qu'on peut à partir de là négocier avec lui la fin des assassinats au Liban, ce qui est une reconnaissance indirecte de sa responsabilité au niveau de ces assassinats-là. Et il faut le rappeler aussi, en 2008, c'était la transition aux États-Unis entre Bush, fils, et Obama, donc une absence de la politique américaine pour la région. Sarkozy voulait faire l'union pour la Méditerranée, il était ambitieux pour un rôle moyen-oriental, et il pensait qu'avec le Qatar, la Turquie, qui soutenaient tous les deux Bachar al-Assad et qui investissaient économiquement en Syrie à ce moment-là, avec Assad fils, il pourrait jouer un rôle important dans la région, en essayant aussi de convaincre les Libanais de calmer le jeu avec Damas par rapport aux accusations et au tribunal international qui était déjà mis en place par rapport à l'assassinat de Hariri et aux autres assassinats au Liban. Donc cette relation dans sa troisième phase connaît aussi des hauts et des bas, mais tout cela va finir en 2011, et là c'est la quatrième phase, et je vais conclure après ça. Cette quatrième phase commence avec énormément d'inconnus, de paramètres qu'on ne maîtrise pas jusqu'à maintenant, avec beaucoup de questions. Au début, Sarkozy, après l'hésitation tunisienne, puis après l'épisode égyptienne et libyenne, décide de se positionner dès le début contre Assad fils. Le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a joué un rôle important durant cette phase-là, et on considérait qu'Assad allait tomber comme les autres dictateurs arabes. On a sous-estimé probablement l'acharnement russe et iranien, et là, c'est peut-être la différence avec l'Algérie pour faire écho à ce que disait Benjamin Stora. Ce n'est pas l'État syrien qui a résisté à la révolution syrienne ou au soulèvement et puis à la guerre qui a eu lieu, c'est surtout l'intervention russe et iranienne militaire directe, avec une occupation du pays aujourd'hui par ces deux acteurs, qui a préservé Assad au pouvoir, sinon il n'aurait pas pu se maintenir au pouvoir. Mais la position de Sarkozy dès le début avec Juppé anti-Assad va se poursuivre avec François Hollande pendant 5 ans, rupture avec Damas. On ne négocie pas avec quelqu'un accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais plutôt on essaye de négocier avec ses deux parrains, notamment le parrain russe, sauf qu'avec Moscou, il y a de plus en plus de problèmes. Il y a la question ukrainienne, il y a les questions euro-russes qui rendent aussi la négociation extrêmement difficile. Puis il y a toutes les contre-révolutions dans le monde arabe qui ont lieu. Il y a la crainte de l'arrivée des islamistes électoralement au début en Tunisie et en Égypte, puis leur montée en puissance en Syrie. Il y a l'affaire Daesh qui va faire peur à tout le monde. Et de plus en plus, on va commencer à reprendre des réactions, ou on va commencer à adopter des réactions plutôt sécuritaires, plutôt on a peur des crises ou de l'arrivée des réfugiés, on a peur de ce qu'on appelle terrorisme de Daesh. On commence à poser des questions. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre Assad et Daesh? Et on occulte toute la société syrienne dans ce genre de questions. On occulte l'opposition syrienne et on réduit la Syrie à deux choix, ce que les Syriens qualifient de deux barbaries, une cravattée, l'autre barbue. Et donc, la situation devient de plus en plus difficile et délicate. Arrive Macron, qui considère qu'il faut faire maintenant un changement dans l'attitude et dans l'approche, d'un côté en négociant avec Moscou,
mais en même temps en adoptant une situation moins catégorique contre Assad. Et la formule de M. Le Drian, qu'il avait déjà annoncée quand il était ministre de la Défense sous Hollande à la fin du mandat, et qu'il répète aujourd'hui et qui est devenue aussi une des formules qu'adopte le président Macron, c'est que Assad est l'ennemi de son peuple. Assad tue les Syriens. Nous, notre problème comme Français, c'est Daesh. C'est le terrorisme de Daesh. Donc, on s'occupe de Daesh et pas d'Assad. Et on essaye après de négocier une transition politique avec les Russes et les Iraniens. Sauf que, entre-temps, sur le terrain syrien, la Russie et l'Iran ont sauvé Assad. Le pays aujourd'hui est fragmenté. Les Russes et les Iraniens ne sont pas prêts, bien qu'ils commencent un peu à diverger, mais je ne pense pas qu'il faut non plus s'attendre à une divergence qui va mener à un divorce entre Téhéran et Moscou pour plusieurs raisons. Mais ils n'ont pas aujourd'hui, ils ne se sentent pas dans la nécessité de faire un compromis par rapport à la Syrie, parce qu'ils voient que dans le camp occidental, les questions qui sont devenues prioritaires sont la question de l'immigration et des réfugiés, parce que, de nouveau, à Paris comme ailleurs, on parle de la nécessité des hommes forts qui peuvent être à la fois contre les vagues de réfugiés qui partent, mais aussi qui peuvent contrôler leur société, donc finir avec certains phénomènes qu'on qualifie de djihadistes ou de terroristes, ou avec plein de istes qu'on connaît. Donc il y a un changement d'attitude qui commence, mais il arrive un peu tard de toute façon, parce que sur le terrain syrien, la fragmentation est de plus en plus une réalité du territoire, mais aussi de la société. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, 13 millions de Syriens sur 23 millions ne vivent pas chez eux. Il y a 6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays. Et contrairement à ce qui est souvent dit dans les médias, 5 millions sur les 6 millions sont restés dans les pays voisins. Ils ne sont pas en Europe. 5 millions sont en Turquie, au Liban, en Jordanie, dans le Kurdistan irakien et en Égypte. Il y a 1 million qui sont en Europe, tandis que 5 millions sont dans la région. Et il y a 7 millions de déplacés internes. Puis il y a à peu près 500 000 morts, dont plus de la moitié sont des civils. Il y a 200 000 disparus. La quasi-totalité a disparu dans les geôles du régime de Bachar al-Assad. Il y a des rapports documentés sur des milliers de viols de femmes dans ces mêmes geôles. Donc il y a un dossier de crimes contre l'humanité et pas seulement de crimes de guerre. Et ce qui veut dire qu'un criminel contre l'humanité n'est pas seulement l'ennemi des Syriens, mais il est également l'ennemi de l'humanité. D'où la nécessité probablement de conclure avec une idée sur l'impunité. Cette impunité qui manque dans le Moyen-Orient, que ce soit en Palestine, et je ne vais pas en parler parce que vous allez certainement élaborer là-dessus. Donc cette impunité-là qui dure depuis des dizaines d'années en Palestine, cette impunité-là dans la plupart des pays arabes, avec des régimes qui écrasent leur société et qui, pour des raisons économiques ou par intérêt de faire barrage aux réfugiés, à l'immigration, ou parfois même pour des questions sécuritaires, on les accepte, on normalise avec, et on se réveille chaque 10 ans, chaque 20 ans, quand il y a une nouvelle crise, une nouvelle guerre, pour dire il faut recommencer, il faut essayer de concevoir une nouvelle relation avec la région, parce que la Méditerranée, c'est la mer en commun, dans laquelle il y a de plus en plus aujourd'hui des fosses communes, même si c'est une métaphore assez laide, mais je pense qu'il faut repenser la relation, pas seulement franco-syrienne, mais franco-méditerranéenne en général. Le réalisme politique est nécessaire, oui, les intérêts économiques et géostratégiques sont là, évidemment, mais un peu de droit international, un peu de fin de l'impunité, un peu de droits de l'homme, je pense, feront du bien pour les deux rives de notre mer, et je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc la transition est toute trouvée pour le dossier israélo-palestinien. Jean-Paul. Oui, bonjour. En principe, on avait prévu de faire quelque chose d'un peu impressionniste et je voulais que l'on projette quelques extraits de déclarations et de moments qui montrent la relation entre la France
et puis le conflit israélo-palestinien et la question de Palestine. Alors je ne sais pas si c'est bon, à ce moment-là, on peut envoyer la vidéo qui va durer 5 minutes 25, si c'est bon. Et après, évidemment, je vous commenterai, mais vous avez vous-même assez vite repéré de quoi il s'agit. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Il est vrai que les deux belligérants observent pour le moment, d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël? Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. Il faut qu'il soit clair que j'ai été élu sur un programme politique. Ce programme politique se fonde sur la base de 2 États. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc, on dit en français, je crois bien. Pas facile de visiter la vieille ville de Jérusalem entourée d'un rempart de militaires et d'officiers de sécurité israéliens surexcités. Jacques Chirac ne cache pas son exaspération. Photographes et journalistes sont molestés à plusieurs reprises. Devant le Saint-Sépulcre, le président doit s'interposer. Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. No, this is not a method.
this provocation. Une protestation officielle est aussitôt envoyée au Premier ministre israélien. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne, domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. I don't want people with arms in front. I'll wait. Après de tergiversations, les Israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche, Monseigneur Saba. Je suis désolé de vous attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Bien, c'était une sorte d'introduction pour rappeler au fond l'importance dans les choix politiques fondamentaux des personnalités. Et en politique extérieure, on le sait bien, en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Et sa personnalité, son empathie particulière pour tel ou tel dossier, sa relation avec telle ou telle région ou tel pays ou tel dirigeant compte, à mon avis, beaucoup. Et là, on vient d'avoir une sorte d'échantillon assez intéressant. On va de De Gaulle, le 27 novembre 1967, c'est-à-dire 5 jours après le vote de cette très importante résolution qui était la résolution 242, qui impliquait le retrait des territoires par Israël, qui avait été occupé par la force, comme le dit De Gaulle. Donc on est au lendemain de la guerre de 67. Et puis le dernier qu'on vient de voir, c'est un voyage de François Hollande à Jérusalem et un peu à Ramallah, qui était... je parle du dernier. Le dernier, c'était François Hollande. Tu ne l'as pas reconnu, mais c'était François Hollande. Et il parle d'un chant d'amour, quoi. Et donc, vous voyez, puis entre-temps, effectivement, il y a Jacques Chirac, il y a Mitterrand qui était à la Knesset en mars 82. Alors, ce que je voudrais brièvement dire, c'est 2 choses. C'est que pendant une période, disons hier, à certains moments, la France a joué un rôle tout à fait important. Et depuis, en fait, il ne se passe plus grand-chose. Et la grande question est de savoir si la France va reprendre ce rôle qu'elle a eu à certaines époques, en fonction de certains chefs d'État et dans certaines configurations. Très brièvement, tout cela, je parle sous ton contrôle. Donc, si on prend la première période, disons qu'il y a eu une période d'absence d'abord, qui est les années 50. Elles ont été évoquées de manière indirecte tout à l'heure. Et il faut se rappeler que dans les années 50, c'est-à-dire précisément entre 1948 et puis 1967, nous sommes dans un conflit israélo-arabe. On ne parle pas de la question palestinienne, on ne parle que des réfugiés palestiniens. Et pendant cette période, ça a été dit et par Benjamin et par toi, et tout à l'heure aussi dans la première table ronde, qu'est-ce qui est fondamental pour la France au Proche-Orient, c'est la relation avec Israël et un soutien très important, en particulier du programme nucléaire, dès les années 50. Et par rapport au monde arabe, la grande question entre 1954 et 1962, c'est évidemment la question algérienne dont Benjamin Stora a parlé tout à l'heure. C'était vraiment ça les points de fixation. Et d'ailleurs, la collision entre ces 2 questions, elle se retrouve, là aussi ça a été évoqué, en novembre 1956 avec l'expédition, qui est une agression contre le régime égyptien en novembre 1956 à Suez, où il y a les Anglais, les Français et Israël qui veulent mettre à bas le régime de Nasser. On pense à Paris que le régime de Nasser soutient la révolte algérienne. Donc il y a là une espèce de synthèse où les grandes puissances que sont la France et la Grande-Bretagne pensent qu'elles sont encore des grandes puissances alors qu'elles ne le sont déjà plus. C'est les États-Unis et l'Union soviétique qui vont leur rappeler tout ça, et c'est une séquence qui se termine. Donc cette période des années 50 jusqu'en 1967, la France est dans cette posture. La deuxième période, dans cette hier, c'est évidemment à partir de 67. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous rappeler la position de De Gaulle. La position de De Gaulle est assez étonnante. Il faut regarder l'intégralité de cette conférence, qui est assez extraordinaire. Il parle pendant 20 minutes. Là, j'ai pris qu'un extrait de quelques secondes, quelques 2 minutes, où il explique vraiment depuis le début toute la genèse. Et il rappelle des choses très élémentaires, mais fondamentales,
alors qu'en fait l'opinion publique à l'époque est très largement du côté d'Israël, comme vous le savez. Il rappelle qu'il y a du droit international et qu'il y a un principe fondamental en droit international, c'est le principe que des territoires occupés par la force doivent être évacués. C'est l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. C'est un principe de droit international majeur qui est au cœur de la résolution votée quelques jours plus tôt au Conseil de sécurité, quelques jours plus tôt par rapport à cette conférence de presse, c'est-à-dire le 22 novembre 1967. Donc ça, c'est vraiment le point de basculement, et c'est globalement pas simplement par rapport à la question israélo-palestinienne, mais par rapport, comme ça a été évoqué aussi par Benjamin tout à l'heure, par rapport au monde arabe, puisque là, on retrouve évidemment, à partir du moment où l'Algérie est indépendante, on retrouve des marges de manœuvre que d'ailleurs le général de Gaulle clairement voulait. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, et ce basculement, alors encore un mot sur de Gaulle, il va quitter le pouvoir en avril 69, et Arafat arrive en janvier-février 69 comme responsable de l'OLP, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se rencontrer. L'un sort de la scène politique, l'autre va y entrer. Donc il n'y a pas encore de question palestinienne à ce moment-là, du moins il n'y a pas encore d'acteurs. C'est en train de se faire depuis 68, depuis la chute, depuis l'échec du panamisme arabe de 67. Les Palestiniens vont renaître, le nationalisme palestinien va s'affirmer, mais en 1969 c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, c'est dans la suite des événements. On aura un président important avec Pompidou qui va avoir un rôle qui n'est pas négligeable, qui va donner à la France un rôle qui était déjà esquissé par De Gaulle. Giscard d'Estaing prendra des positions importantes par rapport à l'OLP, par rapport aux Palestiniens. C'est lui qui va reconnaître pour la première fois en 74-75, il va reconnaître un bureau d'information et de liaison de l'OLP à Paris, pendant que notre ministre des Affaires étrangères rencontre Arafat. Donc on est déjà dans cette période où la France va jouer un rôle important et évidemment, elle va essayer de mobiliser les Européens et elle le fera dans une déclaration qui est très importante, qui est la déclaration de Venise en 1980, où on a pour la première fois au niveau européen l'idée que l'OLP, considérée par les Israéliens comme étant une organisation terroriste, doit être associée aux négociations. On est vraiment dans un processus où la France joue un rôle moteur. Et quelques temps plus tard, c'est-à-dire en 1982, en mars 82, on en a eu tout à l'heure un extrait. Ce que vous avez vu, c'est Mitterrand à la Knesset. Et Mitterrand à la Knesset en mars 82, il est à côté de Begin. Begin, c'est-à-dire le leader charismatique de la droite israélienne, qui à l'époque, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1977, il disait « ces territoires ne sont pas occupés, ils sont libérés ». Donc Mitterrand prend vraiment le contre-pied d'Israël à ce moment-là, très clairement, en disant, comme vous l'avez entendu, le moment venu, pour les Palestiniens, l'autodétermination peut signifier un État. Et il évoque l'OLP. Nous sommes en mars 82. Et quelques mois plus tard, c'est Beyrouth, c'est l'été 82. Et la France va jouer un rôle majeur dans cette affaire, dans des conditions que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais vous vous souvenez que la France envoie une force multinationale, ou contribue à une force multinationale. C'est la marine française qui va exfiltrer les cadres de l'OLP et Arafat, bien entendu, en disant un jour on négociera avec Arafat, donc il ne faut absolument pas qu'il soit écrasé sous les bombes. Nous sommes en mars 82. Voilà des positions françaises qui sont des positions tout à fait importantes. Chirac va continuer cette logique de différentes manières. On vient de le voir là, dans cet extrait, nous sommes en 1996, où là, il affirme avec force un certain nombre d'idées, et le voir, par exemple, faire évacuer les soldats israéliens de l'église Sainte-Anne, qui est un domaine, effectivement, public français, c'est très symboliquement très fort. Et nous sommes dans une période où, avec le processus d'Oslo, la France essaie de jouer un rôle, et un rôle aussi à l'Union européenne, puisque 3 ans plus tard, en 1999, à Berlin, il y a une déclaration de l'Union européenne assez forte, assez importante, où la France joue un rôle important. Un de nos diplomates, Yves Robin de la Messusière, a participé à cette rédaction en mettant le moment venu, l'Europe est prête à reconnaître un État palestinien. Donc là aussi, la France a joué tout à fait un rôle important. Et puis, je dirais qu'à partir de 2003-2004, disons la fin du mandat de Chirac, et ensuite avec Sarkozy et avec Hollande, eh bien, la France s'efface d'une certaine façon. Évidemment, c'est très schématique, parce que c'est plus compliqué que ça, mais si je prends le septennat de Hollande, le quinquennat, pardon, de Hollande, quinquennat, c'était déjà bien. Donc, on a cet exemple que j'ai évoqué. Ça se passe donc en novembre 2013, et il est comme ça,
en dîner privé le soir avec Netanyahou et il chante comme ça, il chantait un chant d'amour. Et quelques heures plus tôt, il était à la Knesset pour faire un discours. Il se trouve que j'étais à la Knesset aussi, j'étais dans les bagages en quelque sorte, et j'ai assisté à ce discours que j'ai pas voulu remettre ici, discours d'eau tiède. Et j'étais avec les diplomates français juste à côté, mais les diplomates me disent qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Je leur dis c'est de l'eau tiède. Il a même pas évoqué le droit international. Il a même pas évoqué le droit international. Et ils me répondent cette phrase, mais des gens très bien, mais voilà, ils sont contraints par un certain nombre de choses qui les dépassent. Ils m'ont dit vous comprenez, il fallait qu'on passe entre les gouttes. Il fallait qu'on passe entre les gouttes. Donc quand vous comparez cette remarque avec ce qu'a fait Mitterrand bien des années plus tôt, vous vous dites qu'il y a vraiment un vrai problème. Et dans son programme, François Hollande parlait de la reconnaissance de l'État de Palestine. Il n'en a rien fait, alors même qu'il y a eu des résolutions et de l'Assemblée nationale et du Sénat qui l'ont demandé. Donc on a vraiment depuis des années perdu le rôle que nous avions. Et quand je dis nous avons perdu, c'est largement lié aux chefs d'État que nous avons vus, des Mitterrand, des Chirac, qui avaient vraiment cette volonté d'agir et de donner à la France un rôle important. Si je prends maintenant, voilà pour hier. Maintenant, aujourd'hui, dans les 3 minutes qui me restent, aujourd'hui, je voudrais dire peut-être deux ou trois choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que le conflit dit israélo-palestinien n'est plus tout à fait un conflit israélo-palestinien. Bien sûr, les fondamentaux demeurent. Bien sûr, on est toujours dans deux nationalismes qui se battent pour une même terre. Mais là, ça a basculé depuis au moins une quinzaine d'années dans un système qui est pratiquement néocolonial. C'est-à-dire qu'on a une colonisation qui est de plus en plus importante et qui fait que les Palestiniens, en plus qui sont très divisés, subissent une colonisation à chaque moment, qui s'ajoute évidemment à l'occupation militaire qui est en quelque sorte le fondement de cette colonisation. Et la droite et l'extrême droite, qui est au pouvoir aujourd'hui en Israël depuis maintenant des années, depuis au moins 2001-2002, avec l'arrivée de Sharon, cette droite n'a plus aucune intention de négocier et encore moins de voir un État palestinien. Ils le disent très clairement. Et par conséquent, ce qu'ils veulent, c'est continuer cette colonisation et imposer, évidemment, une situation de sujétion définitive qui se traduirait et qui peuvent se traduire par une annexion de territoire palestinien et en particulier la zone C. Et face à cela, on a le sentiment que, disons, l'Occident, j'aime pas ce terme, surtout que l'Occident est très largement implosé aujourd'hui, mais que la France en particulier est un peu dans la banalisation. Tu parlais tout à l'heure d'impunité, on laisse faire, on laisse dire. Et même, on va plus loin, il y a du déni de réalité. C'est ça qui est tout à fait choquant. On est dans un déni de réalité. On ne veut pas voir ce basculement dont je parle. On ne veut pas voir que nous sommes vraiment maintenant dans une situation qui est carrément coloniale. Et que nous ne sommes plus du tout, on ne l'a jamais été, dans une situation symétrique. On est dans l'asymétrie. Mais là, on est davantage encore pour ces raisons-là. Et je crois que c'est extrêmement préoccupant. Et du coup, la solution à deux États, eh bien, évidemment, elle devient de plus en plus, non pas impossible, je n'y crois pas à ça, mais en tout cas, de plus en plus difficile. Et si aujourd'hui, un pays comme la France se tait, eh bien, les choses vont encore se dégrader. Il ne faut jamais, à propos de ce sujet, parler de statu quo. Ce n'est pas un statu quo, c'est une régression systématique qui rend un règlement nécessaire de plus en plus impossible. On est donc une contradiction et je crois qu'aujourd'hui, la France a un rôle particulier. Alors, que va faire Macron? Eh bien, je vais vous le dire, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que quand on discute avec les uns ou les autres, au Quai d'Orsay ou ailleurs, ils sont dans une situation de prudence qui n'est pas encore de la pusillanimité. Pour l'instant, c'est de la prudence. Mais si ça continue, ça sera effectivement une forme de pusillanimité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir et on ne veut pas agir par rapport à cette dégradation qui pose problème. Et on nous dit, eh bien, on va sûrement réfléchir à des initiatives. On réfléchit à des initiatives, mais pour l'instant, on attend le plan de paix de Donald Trump. Et évidemment, attendre le plan de paix de Donald Trump, ça fait sourire, mais c'est vraiment ça la position officielle actuelle. Ils ont dit avec très clair, Macron a été très clair là-dessus, il estime que la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël par Trump est une erreur. Ils l'ont critiqué, c'est très clair. Ils ont rappelé le droit international. De ce point de vue-là, il faut rappeler les choses avec honnêteté. La France a tenu très bon là-dessus. Mais on voit bien qu'ils sont dans cette espèce d'attente entre deux. Et c'est vrai que lorsqu'on discute avec ces responsables,
on voit bien que de toute façon, même les plus hauts dignitaires, entre guillemets, dignitaires du Quai d'Orsay, attendent en fait le feu vert de Macron. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le système pyramidal et Macron attend quelque chose. C'est un peu en attendant Godot quelque part. Peut-être que ça va se dégager, mais nous sommes dans cette situation alors qu'on est dans une période extrêmement difficile. À sa décharge, c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça c'est un vrai problème, et je vais terminer pratiquement là-dessus, en d'autres temps, on pouvait s'appuyer sur les Européens. Or aujourd'hui, la fragmentation de l'Union européenne et tout ce qu'on a pu dire aussi sur la crise de l'Europe, crise de ses valeurs aussi, bien fait qu'aujourd'hui, la France, si elle veut avancer, eh bien, vers qui peut-elle se tourner? C'est une vraie question. Et aujourd'hui, le nombre de pays vers lesquels elle peut se tourner est extrêmement limité. Peut-être l'Espagne, certainement pas la Grande-Bretagne. L'Allemagne est complètement tétanisée par la culpabilisation qu'elle porte depuis la Shoah, bien entendu. Donc on est vraiment dans cette situation où les Français cherchent les alliés, si toutefois ils voulaient faire quelque chose. Ils peuvent en trouver. Il y a les Espagnols, les Belges, il y a les Scandinaves, effectivement. Mais enfin bon, vous voyez qu'en termes de puissance, ça pose problème. Donc on est vraiment dans cette situation très difficile, alors que je crois qu'il y a une forme d'urgence et que, vu en plus la position de Trump, dont on a vu les incohérences relatives, parce que ça va quand même toujours dans la même direction, eh bien, ça conforte les postures des plus durs en Israël, et par conséquent, ça conforte l'impunité dont tu parlais. Et on pense qu'en Israël, on peut aller très loin, et c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qui s'est passé à Gaza est un drame absolu, et les protestations européennes et françaises étaient très limitées quand on sait finalement que lorsque on tue comme on l'a fait, eh bien, au sens du droit international, c'est bien clair que ce sont des infractions à la 4e Convention de Genève, et une infraction à la 4e Convention de Genève, quand elle est grave, ce qui est le cas, ça s'appelle un crime de guerre. Et personne n'a vraiment, sur le plan officiel, dit les choses avec netteté. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux qui, j'espère, va se lever, mais j'en suis vraiment pas sûr, je suis plutôt un peu pessimiste. Et puis je terminerai sur simplement une réflexion, c'est que certains ont peur d'intervenir. Il y a une espèce de, quand je disais pusillanimité, le mot est peut-être un peu fort, mais je crois qu'il y a cette idée qu'on n'ose pas trop y aller. Donc on a peur d'intervenir, mais je voudrais souligner avec force que quelquefois ne pas intervenir est encore bien plus grave que l'intervention. Voilà. Merci Jean-Paul. Nous allons prendre quelques questions dans la salle. On va prendre 2-3 questions. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais pas tout à fait sur la Syrie. Peut-être parce que je connais très très bien le problème. En 2011, le 20 octobre 2011, j'étais à Damas. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues pour soutenir Bachar et 1 million à Alep. S'il vous plaît, est-ce que vous j'ai les poser photos. Une question, non, je voudrais savoir si vous étiez au courant. En 2010, le tribunal international à Beyrouth dit les faux témoins disent combien ils ont été payés pour accuser la Syrie. Le fils Hariri vient voir Bachar, j'ai les photos, hein, vous voulez les voir, vient voir Bachar et lui dit « Je sais très bien que c'est pas toi qui as tué mon père, on va faire un grand machin, etc. » Tout d'un coup, Abdallah arrive à Damas, tout le monde dans le même avion, avec l'émir du Qatar, et ils disent « Vous avez vu la crise internationale? On va faire un billet de banque garanti sur le pétrole. Vous voulez le voir, le billet de banque? Il est là. » Or, le billet de banque, Kadhafi qui dit « Avec mon or, je vous garantis le billet. » Ça foutait le dollar en l'air. Vous avez compris pourquoi il fallait faire tomber le monde arabe? Bon, ceci dit, est-ce que vous voulez voir le billet de banque? Ah bon? Est-ce que vous voulez voir le reportage sur ce qui s'est passé en 2011? Ah non. Bon. Une autre question, s'il vous plaît. On voudrait, si vous pouvez, voilà, poser des questions pour laisser le temps un maximum de personnes dans la salle de soulever un point et de répondre. Merci. Oui, j'aurais voulu avoir votre opinion sur les chances devant la CPI du récent recours de la part de la Palestine.
petite question sur la position curieuse du président du CRIF après le transfert de la capitale, enfin du moins pour les Américains, à Jérusalem. J'ai cru comprendre qu'il a en quelque sorte conseillé au président Macron de faire la même chose, non? Je n'ai pas compris pourquoi cette attitude. Je voudrais dire que je souscris entièrement au brillant exposé de Jean-Paul Chagnolot. Mais je voudrais lui demander ce qu'il pense des récents sondages au sein de l'opinion publique française sur les responsabilités d'Israël dans la crise persistante, gravissime, et ce qu'il pense de ça, et s'il croit que ces sondages peuvent influencer les décisions ou la politique du gouvernement français. Alors, sur la Cour pénale internationale, c'est au fond très compliqué et donc en dernière instance très simple. Parce que si on regarde la procédure, il y a eu effectivement, maintenant les Palestiniens sont membres de la CPI, mais ensuite il y a toute une série de questions qui sont liées à la souveraineté. Et la principale qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la CPI ne peut fonctionner que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'État auquel on va reprocher de faire telle ou telle chose, en l'occurrence Israël. Et donc, ça ne peut être que s'il n'y a pas de possibilité en Israël de procès, que c'est un des éléments, qu'on pourra envisager d'enclencher véritablement une procédure au sein de la CPI. Et par conséquent, il y a toute une série de questions où les Israéliens pourront bloquer simplement en disant qu'ils ont leur propre juridiction. Mais en même temps, cette question de souveraineté, on peut la retourner sur un point très précis. Et c'est d'ailleurs un des dossiers que les Palestiniens ont déféré devant la Cour pénale internationale. Et ce dossier, c'est la colonisation. Car là, il est évident que le pouvoir en place fait une colonisation très officielle, donc les preuves de la colonisation, qui sont une infraction grave à la 4e Convention de Genève, sont là, elles sont évidentes, et que, par ailleurs, la Cour suprême a plusieurs fois montré qu'elle ne souhaitait pas interférer sur ces questions. À la limite, tout au plus, il y a eu quelques cas où elle a pu intervenir, mais globalement, les juridictions israéliennes ne se sentent pas compétentes. Ce qui veut dire très clairement que si les Palestiniens vont au bout avec de bons avocats, ils ont une chance d'avancer assez sérieusement. Le problème, c'est qu'une procédure comme celle-là, elle dépend très largement du procureur, et le procureur peut faire traîner les choses pendant des années, d'autant plus qu'il y aura 1001 pressions politiques, c'est déjà le cas maintenant, ce qui fait que quand je disais c'est compliqué et simple, c'est simple dans ce principe, ça devrait fonctionner, sauf que les procédures sont si longues, les pressions sont si fortes que je crois malheureusement que ça prendra beaucoup de temps. Et en plus, la CPI, qui existe depuis 1998, mais est entrée en vigueur depuis 2002, pour l'instant n'a pas véritablement montré ni son indépendance, ni sa crédibilité. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux. Mais d'un point de vue purement juridique formel, il y a des possibilités d'avancer. Voilà. L'autre question sur les sondages, je ne sais pas quoi dire. D'un point de vue purement théorique, je dirais oui, bien sûr, c'est important que les sondages montrent qu'il y a une vraie volonté française, enfin de l'opinion publique française, d'aller dans le sens d'un règlement politique, car c'est ça que ça veut dire en dernière instance. Et puis, sans parler des sondages, il y a 2 textes qui sont tout de même très importants, qui ont été votés par la représentation nationale. En 2012, il y a eu à la fois une résolution à l'Assemblée nationale et une résolution au Sénat qui demande à l'exécutif, puisque c'est sa seule compétence, la reconnaissance d'un État de Palestine. Et je crois que donc il y a à la fois l'opinion publique, incontestablement, mais il y a aussi la représentation nationale. Même si les députés qui ont voté ou les sénateurs qui ont voté, en raison des récentes législatives, ils sont plus là. Ils sont pratiquement tous partis. Mais bon, les textes sont là. Et donc, d'un point de vue intérieur, le président de la République est sûr d'avoir un soutien
pour pouvoir prendre une décision qui serait tout à fait importante et qui permettrait de rééquilibrer, par la reconnaissance de l'État de Palestine, par la France, rééquilibrer tout ce qui vient de se passer, notamment venant des États-Unis. Puis dernier point sur le CRIF, et bon, le CRIF effectivement a dit que la France devait faire la même chose, mais là-dessus Macron était très clair, il a dit qu'il n'en était pas question, et moi j'ajouterais qu'il serait bien, c'est que la France reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël et comme capitale de la Palestine. C'est ce que demandent certains diplomates palestiniens en disant nous on est d'accord pour qu'il y ait une capitale d'Israël, mais à ce moment-là, il faut reconnaître aussi la partie est de Jérusalem comme la capitale de Palestine, qui serait une bonne manière de rappeler le fondamental, c'est-à-dire en l'occurrence le droit international. Oui. Merci, oui, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. Je me pose des questions sur la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, parce que quand on entend toutes les analyses, c'est intéressant, mais à la fin, on se demande que faire hein, en tant que contre-pouvoir. Ce que vous avez dit sur la reconnaissance de l'État palestinien, ça, c'est très intéressant. Mais après, sur la campagne BDS aussi, je voudrais savoir. Ça me fait penser à la campagne qu'il y a eu contre l'apartheid. C'est pour ça que ça me semble important. Oui, alors moi j'ai une question un petit peu plus large, je dirais. Justement, en ce moment on parle beaucoup de monde nouveau et monde ancien. Est-ce que vous ne pensez pas que le contexte géopolitique régional, qui ne ressemble à rien de à quoi il a ressemblé dans les 50 dernières années, et qui est en train de rebattre les cartes de ce qui a été installé il y a plus d'un siècle, voilà, justement, est-ce que tout ceci n'oblige pas à reconsidérer et à essayer d'imaginer, d'innover pour que effectivement on arrive à une solution, étant entendu en plus que la société israélienne s'est extrêmement droitisée et que voilà, il n'y a plus je dirais justement au sein de la société civile, il n'y a plus de contre-pouvoir. La gauche israélienne est laminée, voilà, donc tout ceci pose vraiment problème et pour le rôle de la France, je dirais, ça fait beaucoup pour un seul homme presque. Je veux dire, enfin, je veux dire, il y a des collisions de partout. En plus, avec le nouveau président des États-Unis, ça facilite pas la tâche. Donc voilà. Donc, je voulais étendre la question à vraiment un contexte beaucoup plus large. Oui, tout à fait qu'il y a une nouvelle configuration dans la région aujourd'hui. Je ne sais pas si elle va mettre en question les frontières nationales qu'on connaît. On est dans un moment peut-être fondateur de ce qui va se passer après, mais avec beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore bien connus. Mais par rapport à la question palestinienne, à mon avis, elle est aujourd'hui moins impactée par ce qui se passe en Irak et en Syrie qu'elle l'était il y a longtemps. C'est beaucoup plus ce rapport de force écrasant sur le terrain qu'Israël impose, avec exactement comme vous avez dit, une droite et une extrême droite qui est au pouvoir depuis maintenant. Netanyahou, dans l'histoire d'Israël, c'est le record d'un homme politique comme Premier ministre. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, avec une petite parenthèse Kadema, mais qui est quand même de droite, on n'a que la droite et l'extrême droite. Et c'est la première fois qu'on a dans un gouvernement israélien des colons, qui n'habitent même pas en Israël 48, ils sont dans les territoires occupés en 67. Et je pense que c'est tout là le paradoxe, y compris par rapport à BDS ou à ce que vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 135 États dans le monde qui reconnaissent la Palestine. Il y a, au niveau des votes, qui ont lieu d'une manière un peu automatique dans l'Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Le dernier vote, c'était 176 contre 6. Et parmi les 6, il y a Israël, États-Unis, Canada, îles Marshall et 2 autres pays. Honnêtement, c'était la première fois que je
Je connais leur existence. Donc il y a aujourd'hui, et ça c'est tout le paradoxe de la situation, de plus en plus une reconnaissance internationale, y compris dans les opinions publiques, des droits des Palestiniens, de plus de solidarité. La campagne BDS et la référence Afrique du Sud, même si parfois il y a des exagérations dans certains comportements, notamment du côté arabe de la BDS plus qu'en Occident. Mais c'est très important cette question-là de montrer qu'il y a un état d'apartheid en fait qui s'installe, puisque si la solution à 2 États qui est rejetée par la droite et l'extrême droite israélienne, ce qui reste c'est un État qui pour le moment n'est pas un État démocratique. Et les Israéliens, certains disent aujourd'hui que oui, un État, mais sans le droit de vote des Palestiniens. Donc c'est un État d'apartheid, avec un mur, avec une confiscation des terrains pour construire des autoroutes que seuls les colons israéliens et les soldats de l'occupation ont le droit d'utiliser. Et la gauche israélienne, non seulement elle est affaiblie, mais honnêtement, le mur de séparation, c'est la gauche israélienne qui l'a commencé. C'était sous Ehud Barak que le mur a été construit. La colonisation sous la gauche israélienne entre Oslo et c'est vrai qu'il y a eu la parenthèse Netanyahou aussi en 96, mais de 93 à 96, y compris avant l'assassinat de Yitzhak Rabin, la colonisation n'a pas arrêté. Et en 2000, sous Ehud Barak, elle a continué. Et la gauche israélienne aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus aux questions économiques, au prix des appartements à Haïfa, à la question des impôts, au racisme interne en Israël contre les travailleurs étrangers et contre les falachas, qu'à la question palestinienne. Ils ne veulent pas voir, c'est comme si les Palestiniens sont devenus vraiment, pas seulement comme métaphore, mais en réalité invisibles derrière un mur. Et en même temps, malheureusement, la condition palestinienne ne facilite pas trop les choses non plus pour les amis de la Palestine. Cette fragmentation non seulement territoriale entre Gaza et la Cisjordanie, mais également politique, avec une guerre froide entre Hamas et l'autorité, avec une autorité vieillissante, incapable de prendre des initiatives. Malheureusement pour les Palestiniens, après 60 ans de lutte, de combat, au moment où les fruits de ce combat et le fruit d'un travail gigantesque que des Palestiniens et des amis de la Palestine ont fait, au moment où on pensait que la récolte des fruits de ce combat était possible, avec la reconnaissance de la Palestine aux Nations Unies étant État observateur, l'entrée à l'UNESCO, adhérer à la CPI, 135 reconnaissances, des parlements qui votent pour une reconnaissance. L'Irlande et la Suède l'ont déjà fait. Je pense que l'Espagne l'a fait également comme reconnaissance. À ce moment-là, il y a une faiblesse palestinienne et il y a une extrême droite israélienne acharnée qui utilise des termes fascisants, pas seulement d'une pensée coloniale classique, mais ils veulent écraser, ils comparent, il y a des discours d'une violence inouïe qui comparent les Palestiniens aux serpents qu'il faut écraser la tête. Et je parle de gens comme Lieberman, comme, comment il s'appelle, celui qui dit que je suis fier d'avoir tué beaucoup d'Arabes, qui est ministre aujourd'hui, Bennett. Exactement, ce n'est pas des gens juste qui sont énervés dans la rue, c'est des responsables politiques. Lieberman avait déjà dit que la solution doit être à la tchétchène dans un discours officiel. Donc, les choses sur le terrain pourrissent et en même temps, je ne veux pas être pessimiste, mais on ne voit pas comment les choses vont changer s'il n'y a pas une attitude vraiment au-delà du territoire du conflit direct, en Occident, ce qui est très difficile avec un Trump aujourd'hui, mais pour faire pression sur Israël, comme il a été le cas pour l'Afrique du Sud. Sinon, le rapport de force sur le terrain, je ne vois pas une évolution qui va convaincre les Israéliens de ne pas tuer chaque vendredi 14 ou 15 manifestants, quand la réaction, c'est de parler de 15 Palestiniens tués dans les violences à Gaza, ou bien dans les affrontements, comme si on a 2 armées qui s'affrontent. Ils ne sont pas inquiétés par la CPI. La question de l'impunité est toujours là. Et le rapport de force ne les obligera pas aujourd'hui à compromettre s'il n'y a pas, à mon avis, un grand changement d'attitude à Paris, comme à Londres, comme ailleurs, ce qui n'est pas pour le moment très attendu, je pense.